Salut à toutes et à tous, bienvenue ou bien revenu dans le podcast de l'équipe Reverse Basket Session. On commence tout de suite par des quelques excuses. Voilà, c'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas sorti de podcast la semaine dernière pour une simple et bonne raison, c'est qu'on avait la tête totalement noyée sous l'eau à travailler sur le nouveau numéro du MOOC, nouveau MOOC Reverse qui est sur le point de paraître. Là, tout est chez l'imprimeur. Si vous avez fait un petit tour sur Basket Session sur nos réseaux, je pense que vous avez dû voir quelle serait la thématique de ce nouveau numéro. On a choisi de faire un numéro spécial 2003, une année vraiment charnière dans l'histoire du basket, en NBA, mais pas que. Voilà, on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur Basket Session, voir un petit peu les images les premières images qu'on a commencé à sortir du MOOC, avoir une idée un petit peu de ce qu'il y aura dedans et surtout à profiter des précommandes voilà, qui sont encore en place pour un peu moins d'une semaine. Vous savez que pendant les précommandes, les frais de port sont offerts et vous avez l'assurance de pouvoir de recevoir ce numéro, de le recevoir parmi les premiers. Donc voilà, on vous engage de tout cœur à aller sur Basket Session, regarder tout ça. Mais aujourd'hui, le sujet qui nous importe principalement, ce sont deux équipes à la trajectoire un petit peu similaire sur ce début de saison, une à l'Est, une à l'Ouest. Et pour parler de tout ça, je suis rejoint avec deux des plus fines plumes de Rivers et de Basket Session, c'est-à-dire Shai Mamou, l'irremplaçable, et Antoine Pimel, le toujours fringant, dans la place pour ce nouveau numéro du podcast. Donc, première chose, est-ce que vous avez survécu au MOOC River, au bouclage, vous voyez, j'ai encore pas mal de fatigue, au dernier bouclage de ce numéro, et voilà, dans quel état vous êtes? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous voyez clair? Est-ce que vous voyez flou? Est-ce que vous êtes comme moi et vous avez oublié comment on parle correctement? Je vous écoute. Moi, j'ai fait un accès de rage à la Britney Spears et je me suis rasé le crâne en sortie de bouclage pour exorciser tout ça, mais sinon, J'ai ça vu va. ça sur TMZ ce matin, Ah effectivement. oui, ouais, je me remets doucement, là. Ouais, pareil, enfin sans mettre à le crâne, mais ça va, on récupère. T'avais pas l'énergie nécessaire pour brancher la tondeuse, c'est ça? Ouais, j'ai raté pas mal d'entraînement. Je me remets doucement. Un jour, il faudra on fera un podcast une fois pour vous emmener un petit peu dans les coulisses d'un bouclage. Rivers, c'est assez intense avec des moments assez particuliers. Mais bon, je vous avoue que quand on en sort, on a l'impression de revivre. Et puis, il faut dire que donc l'actualité nous donne aussi envie de rester concentré, branché au basket. Donc, les deux équipes, on ne va pas poursuivre le mystère plus longtemps. Les deux équipes dont on avait envie de parler aujourd'hui, c'est les Boston Celtics d'un côté, avec un Jason Tatum notamment en fusion depuis le All-Star Game, et les Dallas Mavericks à l'ouest, là aussi en grande progression. Je vous propose à tous les deux qu'on commence un petit peu avec Boston. Pour l'instant, jusqu'à présent, à chaque fois qu'on avait dû parler de Boston, c'était surtout pour parler des problèmes de Boston. Ça se fritait dans le vestiaire, les résultats n'étaient pas à la hauteur des attentes, la défense tenait pas le choc. Là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui jouent mieux que les Celtics en ce moment. De votre point de vue, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui peut expliquer un petit peu ce changement de trajectoire pour les Boston Celtics? Je pense qu'il faut effectivement déjà rappeler ce que tu as dit sur le début de saison, qui a été poussif. Il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé, Ime Udoka, Brad Stevens qui a pris du recul, mais qui est quand même resté à un poste dans le front office. Donc l'équipe commence très poussivement, vous ne voyez pas vraiment l'impact de Udoka. C'est un groupe dont l'ossature est la même depuis 4 ou 5 ans, ce qui fait que ce n'est pas simple d'expliquer ce qui a vraiment changé du tout au tout, mais c'est les mêmes mecs. Hein. Si tu prends Tatum, Jaylen Brown, Smart, même Horford là, qui est revenu, c'est un type qui voilà, il connaît l'équipe, il fait partie du noyau dur. Il ne devrait jamais partir d'ailleurs, hein, parce que Ouais, quand il est à Boston et quand il est autre part, c'est pas le même jour, on a l'impression. Ouais. Et le début de saison, c'était vraiment compliqué. C'était même pas caché d'ailleurs, hein, Marcus Smart qui reprochait, même pas à demi-mot, hein, d'ailleurs clairement dans la presse à Tatum et Brown de jouer que entre eux en fait. On serait cru en foot au PSG avec un tel qui reproche un tel de jamais faire de passe et compagnie. Et du coup, les problèmes ont été vraiment mis sur la table, j'ai l'impression. Et ça fait partie des choses qui ont fait du bien à l'équipe. Et la deuxième chose, je pense, c'est effectivement la manière dont Jason Tatum j'ai l'impression, vraiment accepté ou s'est imposé comme le go-to guy unique, parce qu'il y avait quand même cette espèce de tandem avec Brown où il marquait tout le temps le même nombre de points, où on ne savait pas trop
qui était la première option offensive en fonction des matchs. Parfois, c'est bien, parfois, ça peut être compliqué à gérer. Là, moi, je vois un Tatum qui est complètement sûr de qui il est, qui arrive à mieux lâcher le ballon, ce qui lui était reproché par Smart notamment, qui est plus playmaker et qui est d'une efficacité redoutable. Ça, et puis la défense, on va pas, tout simplement, c'est la meilleure défense depuis quelques semaines, voire quelques mois, avec Dallas, dont on parlera plus tard. C'est défensivement, aussi bien collectivement qu'individuellement, c'est très fort. Voilà, moi, c'est les explications comme ça de prime abord que j'ai pour expliquer ça. Ouais, mais je pense que tu as raison. Tatum, je trouve qu'il joue plus juste. Alors, je ne sais pas si c'est une prise de maturité, est-ce que c'est. Mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un peu plus de. Comment dire? Il y a moins l'envie de forcer. Enfin, ça arrive toujours par moment, mais on est un peu moins dans l'excès de Kobe Bryant, quoi. On s'est un peu calmé sur le. Je suis le descendant de Kobe et je joue comme Kobe tout le temps, chaque possession. Là, j'ai l'impression que des fois, il laisse un peu plus le jeu venir à lui. Je pense que ça aide beaucoup Boston. Parce que ce que reprochait Smart, ouais, comme tu disais, c'est quoi là? C'est qu'il faisait pas de passe, c'est que du coup, ça rendait les Celtics super prévisibles. Et que du coup, c'est moins le cas. En tout cas, moi, je trouve que c'est moins le cas quand il est moins dans la recherche permanente de ses points. Et que du coup, voilà, bah forcément, ça amène un peu plus de danger. Et du coup, tout le monde autour contribue un peu plus en attaque. En tout cas, à l'œil, c'est le constat que j'ai. Je ne sais pas si ça se traduit dans les stats, je suis désolé. Mais enfin, si, je sais qu'ils ont progressé en attaque aussi d'ailleurs. C'est une des rares équipes qui, à la fois, je crois que sur 2022, ils sont meilleure défense et dans le top 8 des attaques en 2022 en NBA. Après, pour les explications, comme on disait, ça a changé de coach. Peut-être qu'il y a aussi un peu de temps, parce que même si l'ossature du groupe est restée la même, peut-être qu'il faut aussi le temps que le coach mette vraiment sa patte, trouve ses rotations. Et moi, pour être honnête, d'un point de vue personnel, je crois que les Celtics, si tu m'avais demandé, par exemple, Théo, si ça nous a surpris, je t'aurais dit clairement oui, parce qu'en fait, moi, j'avais complètement arrêté de les calculer, sincèrement. Ouais. Il y a eu un moment, Boston, pour moi, ce n'était plus un candidat. Et je les ai même pas revus venir tant que ça en janvier. Pourtant, ils avaient déjà commencé à gagner, mais je n'avais pas forcément fait gaffe. Par contre, je trouvais qu'à la deadline, ils avaient fait une bonne deadline. J'avais trouvé que les petits trades qu'ils avaient fait pour dégager Josh Richardson, qui est complètement sombré, on ne sait pas ce qui s'est passé avec lui, mais il a complètement sombré. C'est un mystère, la trajectoire de Incroyable. ce joueur-là. Incroyable. Le mec, on a Entre l'impression il a oublié comment il joue, comment jouer au basket et comment lui jouait. Donc ouais, pour l'arrivée de Derrick White, le retour de Daniel Theis, je trouvais que ça donnait, en fait, déjà c'est deux bons joueurs, mais surtout ça donnait un équilibre, et ils avaient aussi dégagé Schroeder, ça donnait un équilibre à cet effectif et aux rotations. Et bah depuis, ils sont là, j'ai fait un peu plus attention du coup. Et depuis, je crois qu'ils ont gagné 9 matchs sur 11 depuis la deadline. Bah là, de toute façon, très clairement, ils ont gagné 17 de leurs 20 derniers matchs. Ouais. Donc ça correspond à ce que tu dis. Ouais. Mais c'est ce que tu disais, Antoine. Il y a plus de. Justement, au début de saison, pendant la période compliquée, et je suis comme toi, à un moment, j'avais lâché prise en me disant bon, bah, là, c'est une année de transition, la première année du coach, ils vont bouger. Et donc, je me suis remis à les suivre un moment. Et après le trade, là, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus d'espèce de phase dans les matchs où ils se retrouvaient avec les Aaron Nesmith, Langford et tout, où tu disais putain, et eux, ils jouent un quart d'heure, c'est pas possible. Enfin, c'est Ouais. les minutes compliquées. Et ils ont C'est trouvé ça. une espèce de rotation qui est bien huilée. L'arrivée de Derrick White, qui est un joueur extrêmement intelligent, qui sait faire les choses juste sans être fantastique en production ou quoi. C'est pas un joueur fabuleux, mais par contre, il joue Ouais, juste, il leur fait du bien. il défend juste, il est bien dans l'esprit. Ouais, c'est ça, c'est ça. Sur le match contre Brooklyn, là, il dégageait plus de confiance. Tu sentais tu sens que eux, ils ont commencé à passer un petit cap mentalement quand même en tant que groupe, en mode ah mais au fait, bah on peut. J'ai l'impression qu'ils ont eu des kicks. Alors peut-être qu'en fait ils se sont toujours perçus comme des contenders, mais en tout cas sur le terrain, ils dégagent une autre attitude, je trouve. Ouais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au-delà, effectivement, nouveau coach, donc forcément un petit peu des nouvelles habitudes, donc ça peut prendre un petit peu de temps à ce que la sauce prenne. Et il y a aussi ce début de saison qui avait été marqué par la maladresse de Jason Tatum
grosse maladresse en début de saison. Et là, ce qui est aussi marquant sur le moment où ils se mettent à gagner des matchs, c'est le cap le cap. Je dis pas qu'il a forcément passé un cap dans le fond, mais de fait, dans les stats. Là, je vais vous donner ses stats depuis le All-Star Game. Jason Tatum, c'est 37,8 points à presque 50% de réussite au tir, 40% à 3 points, 6,7 rebonds, 4,4 passes. Donc, c'est un peu dur de savoir est-ce que Boston a passé un cap parce que Jason Tatum s'est remis à jouer à son niveau, le niveau qu'on pensait qu'il pouvait atteindre, ou est-ce que c'est lui qui a passé ce niveau-là et que du coup, tout est beaucoup plus facile pour les Celtics. C'est pas simple de voir d'où vient le début de lancement de synergie, mais par contre, ce qui est évident, effectivement, c'est ce dont vous parlez tous les deux, c'est une rotation plus équilibrée, une prise de confiance. Et maintenant, enfin, si Dallas peut poursuivre comme ça et maintenir sa défense étouffante là, qu'ils ont retrouvée, personne ne voudra y jouer en playoff, je pense. Mais ce qui est bien, enfin là, vraiment, quand je les regarde, parce que c'est aussi ce qui fait la différence après en playoff, parce que là, mine de rien, chez leurs rivaux et même à l'Ouest, hein, il y a plein d'équipes qui sont encore pas complètement sûres de qui elles sont, des joueurs sur lesquels s'appuyer. Il y a une hiérarchie parfois compliquée, un nouveau mec qui vient d'arriver dont on attend beaucoup, un retour de blessure, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Là, Boston, c'est vraiment une équipe qui sait comment fonctionner. Au niveau des styles de jeu aussi, ils ont quand Jaylen Brown n'est pas sur le terrain ou est absent, ils ont une espèce de tall ball où ils mettent Tatum, Grant Williams, Horford, Robert Williams, plus Smart quand même avec. Je crois que sur le net rating, c'est un des meilleurs 5 de toute la ligue depuis le début de l'année. Là, contre les Nets notamment, ils l'ont utilisé et c'était hyper impressionnant. Il y a que Williams qui est pas, Robert Williams qui n'est pas shooter dans ce line-up-là. Je trouve vraiment que c'est impressionnant quand il joue comme ça. C'est super athlétique. C'est une line-up. Bon, alors, la comparaison n'est pas tout à fait bonne avec le Thunder de l'époque, mais tu sais, c'est quand tu as vraiment des joueurs grands, longs bras, ou costauds, ou un mix de tout ça, et que c'est dur en fait d'affronter des cas comme ça, que d'une manière ou d'une autre, le basket c'est quand même super physique, et quand tu dois, à moins que tu sois plus grand et que du coup tu puisses vraiment dominer en shootant par-dessus, ces mecs-là, faut passer l'épaule, c'est pas compliqué, c'est pas facile, pardon, c'est compliqué. Euh, c'est un groupe, ils ont des profils intéressants. Par contre, pour les playoffs, moi, le seul truc qui me fait justement un peu peur, en fait, c'est le paradoxe, c'est j'ai peur que dans l'adversité, Tatum, il oublie ce qui marche. Alors, peut-être que c'est juste un mauvais feeling et que je me trompe sur sa personne, et que j'ai peur qu'à un moment, il se remette au final à faire un peu ce qu'il faisait en début de saison et à vouloir se la jouer Kobe Bryant. C'est le truc voilà, que je garde dans un coin de ma tête, de me dire, est-ce qu'à un moment, Tatum, est-ce qu'il a vraiment complètement passé ce cap, ou est-ce que voilà, c'est tout un enchaînement, comme tu parlais de Théo, c'est toute une synergie positive où forcément, déjà, ça se passe mieux dans le groupe parce que forcément, quand on gagne, on va moins réfléchir à qui fait les passes, et Tatum lui-même, il voit qu'il est à droite, donc forcément, il laisse un peu plus le jeu venir à lui. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu es dans une série de playoffs, il y a 2-2, c'est le match 5, tu es mené de 7 points dans le quatrième quart-temps, ou à l'inverse, tu mènes de 5 points, est-ce qu'il n'y a pas des moments où, voilà, où Tatum, il va un peu manger le ballon? C'est ce qui me fait un Tu peu as peur. raison, c'est une question importante parce que c'est là qu'on va voir si donc il est capable de déléguer et si, dans le cas où il est capable de déléguer un peu plus, parce que ça peut arriver que sur une série de playoffs, il se mette à shooter, il soit sur un match à 3 sur 13 et que c'est compliqué. Est-ce que Jaylen Brown, ce sera une deuxième option capable de step up dans les moments chauds? C'est ça va être une vraie question parce que, mine de Clairement. rien, lui, il a pris du recul. Enfin, on le voit moins au niveau stats et tout ça, il est un peu plus discret. Est-ce qu'il sera capable d'être le mec qui prend le relais quand ce sera chaud? C'est une question aussi. Ouais, Oui, clairement. où est-ce que Tatum sera capable de faire du Kobe Bryant tout court, en fait? J'allais te Ouais. dire, pardon, excuse-moi, vas-y Théo. Non, non, mais c'est ça, parce que la question est bonne, et dans le même temps, c'est vrai qu'on voit bien que le basket de playoff et le basket de saison régulière, ce sont deux choses différentes, et que bien souvent, dans des matchs serrés ou des séries serrées, finalement, ce qui compte, c'est quelle équipe va pouvoir compter sur un joueur capable, à un moment donné, de rapporter 2 points systématiquement. Ouais, c'est la suite, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, après, en même temps, que Tatum, à la limite, prenne ses responsabilités, enfin, et mange un peu plus le ballon, pourquoi pas, mais par contre, gagner comme Kobe, Kobe, il n'y en a pas eu 50. Et Non, mais bien voilà, sûr, et ouais. c'est ça que je voulais dire. Est-ce que Tatum, il est déjà
quelque part prêt à faire du Kobe, ce que lui veut, ce qu'il revendique, est-ce qu'il est capable d'aller jusque-là? Je ne sais pas. Et Après, surtout si tu joues les Bucks ou le Heat, en fait, par exemple. c'est clair. Ce qui est intéressant avec Tatum, c'est que finalement, sa première saison, sa saison rookie a tellement été incroyable en termes individuels et aussi ils étaient passés à un match d'aller en finale NBA. Donc, ça avait tellement marqué les esprits que limite, j'ai l'impression que beaucoup d'observateurs avaient un petit peu oublié quel joueur il était ou du moins euh, alors, je vais pas dire qu'il l'avait laissé de côté, mais on avait l'impression un peu, quand on lisait les commentaires par-ci par-là, qu'il y avait beaucoup de déception autour de ce joueur et qu'on oubliait un petit peu à quel point il était encore jeune et la marge de progression qui restait la sienne, quoi. Même sur le début de saison, encore une fois, j'avoue que j'ai du mal à comprendre un petit peu les commentaires un peu sans doute alarmistes de gens qui se demandaient si c'était pas le moment d'essayer de se séparer de Tatum et de Jason de Brand, de séparer ce duo et tout. Je me disais, mais je ne voyais pas l'urgence de se séparer d'un duo qui, malgré tout, fonctionne. De l'extérieur, on a le sentiment quand même qu'ils sont à la fois complémentaires et que, alors, bien sûr, on n'est pas dans le vestiaire, mais on ne voit pas de guerre larvée entre les deux pour Non, j'ai la l'air de bien suprématie dans s'entendre. l'équipe. C'est deux joueurs manifestement assez intelligents pour comprendre que leurs forces respectives permettent au groupe de progresser. Donc, limite, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est le plus surprenant finalement? Est-ce que c'est les résultats de Boston en ce moment et leur niveau actuel, ou est-ce que c'est pas plutôt la déception du début d'année, quoi? Ouais, mais le fait qu'il y ait un nouveau coach, après une quand même assez longue période avec le même coach, qui avait des principes bien établis, un jeu ou qui était finalement pas si surprenant, mais efficace, il y avait le temps de marquer son empreinte aussi, hein, je pense. C'est assez logique. Tu le disais au début, Théo, c'est quand même rare qu'un coach arrive et que ça clique dès les 10 premiers matchs, alors que l'équipe est quasiment la même, hein. Donc, il a fallu. Je pense que c'est ça, c'est la répétition des matchs et les prises de conscience, le fait de laver un peu le linge sale en public, ça a joué, les trades. J'ai vraiment l'impression que c'est un tout. Et que maintenant, on en a un stade de la saison où Boston sait vraiment à quoi s'attendre et va être extrêmement redoutable en playoff. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est clair que c'était. Enfin, pardon, je suis d'accord avec Théo sur le côté du trade. C'est pas une. Chacha il a raison, ça prend du temps, c'est normal de laisser du temps. C'est normal de laisser du temps à des joueurs aussi jeunes et ça n'avait pas de sens de se séparer aussi vite d'un duo. C'est pas comme Simmons et Embiid où au final la séparation tu la vois venir, tu la voyais venir déjà 4 ans en arrière, tu vois, où déjà les profils tout simplement ne collaient pas. Je me souviens que sur Basket Session, il y a quelques années, je ne saurais plus dire quand, peut-être 2 ou 3, on avait comparé Jason Tatum et Jalen Brown à Kawhi Leonard et Paul George qui ne jouaient pas encore ensemble du coup. Et c'est intéressant parce que je trouve que Boston, les Celtics, on peut faire pas mal de comparaisons aussi avec les Clippers. Et du coup, ça rejoindrait cette idée de Leonard et Paul George. Je pense que tu n'as pas forcément besoin d'un meneur autour d'eux. Un peu comme aux Clippers au final. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un vrai pur meneur. Les Marcus Smart, les Derrick White, c'est parfait. Et c'est deux équipes qui peuvent défendre très fort. Et au final, sauf que eux, la différence avec les Clippers, c'est que eux, leurs deux stars, elles sont vraiment en bonne santé. Alors, Tatum n'est peut-être pas au niveau qu'a pu l'être Leonard et Jalen Brown n'est certainement pas au niveau de ce qu'a pu être Paul George. Mais s'ils continuent de se développer dans ce sens, et je trouve qu'il y a vraiment des similitudes dans le jeu, de toute façon, Kawhi Leonard était beaucoup comparé à Kobe Bryant, comme Jason Tatum. Si tu arrives à avoir ces deux superstars qui, elles, se maintiennent en bonne santé, franchement, tu as encore une vraie fenêtre large en fait de tir. Même s'ils ont déjà fait 2 finales de conférence, parce qu'ils sont allés la première année, mais ils sont retournés. Ils sont Ouais. retournés dans la bulle. C'est Boston qui était en finale de conférence. Ils ont déjà fait 2 finales de conférence ensemble. Ça peut valoir le coup d'insister autour de ce duo et de se dire qu'à un moment, ça va payer. Ouais, d'autant que la question, tu peux te dire oui, les deux, ça, dans l'optique où tu te dirais oui, les deux, ça marche pas, mais qui tu vas récupérer pour l'un ou pour l'autre, qui sera meilleur ou qui collera mieux avec les besoins de ton équipe. Et je suis à 100% d'accord avec toi, Antoine. Ils sont tous les deux jeunes, sous contrat pour de nombreuses années. Le temps ne presse pas du côté de Boston, enfin du moins pas autant que pour d'autres franchises, notamment de la même conférence pour qui l'horloge tourne bien plus vite. Non, c'est clair. C'est clair.
Je vous propose qu'on passe à l'Ouest, à moins que c'est vrai qu'il y a quand même cette notion aussi, enfin, une des choses là qui est intéressante, on peut peut-être y rester une seconde, là, c'est la défense de Boston. Parce que c'est vrai que c'était la marque de fabrique de cette équipe depuis des années. Début de saison, encore une fois, c'était pas vraiment en place. Peut-être qu'on peut mettre ça aussi sur le compte de changement voilà, de stratégie défensive un petit peu ou adaptation à un nouveau coach. Quoi qu'il en soit, la défense de Boston en ce moment, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est peut-être aussi un signe que ça va mieux dans le groupe aussi, quelque part. Parce que si tu touches pas la balle, si tu as l'impression qu'en attaque, tes stars, elles passent pas la balle, déjà, tu es peut-être moins déterminé à défendre. Si ça se passe, c'est quand même une grosse affaire de communication collective, la défense. Si tout le monde s'entend bien, si tu as réussi à, comment dire, à mettre une bonne atmosphère dans ton vestiaire, tu étais déjà mieux armé pour défendre. Alors, c'est peut-être des progrès qui se font que à la marge, mais petit à petit, ça joue aussi parce qu'ils avaient déjà les ingrédients et les atouts physiques là, pour avoir une très bonne défense. Mais collectivement, ils sont meilleurs en défense, mais même individuellement, les joueurs, là, j'ai revu entre le Al Horford du début de saison, où tu te dis, putain, le pauvre, il est cramé, alors qu'il y a 3 ans, il était All C'est le Defense beat stopper. First. Ouais, voilà. Et là, sur la phase actuelle, tu retrouves l'espèce de général de défense qu'on connaît, et même s'il a 35-36 ans, il est redoutable, et tout le monde autour, et avec des profils différents. Moi, j'adore Robert Williams, j'adore le regarder parce qu'il a le côté à se cracher un peu sur toutes les situations. Il y va à 200%. Au détriment de son corps, c'est un peu, on a l'impression qu'il ne maîtrise pas tout, mais il est hyper intense et je trouve qu'il progresse beaucoup. Et même après, tous individuellement, les Tatum, Brown, Marcus Smart, fidèle à lui-même, mais quand même plus à son avantage qu'en début de saison où on retenait que ses flops et pas le bon taf qu'il faisait à côté. C'est collectif et individuel, j'ai l'impression, cette histoire de défense chez les Celtics là. Ouais, d'autant que c'était déjà quand même. Moi, ce que j'ai toujours trouvé fantastique, du moins avec les Celtics de l'époque Brad Stevens, c'était dans leur capacité à communiquer en défense et à s'organiser vraiment sur le vif quand il y avait des match-ups défavorables. Enfin, ils avaient une capacité à s'adapter en défense en parlant sur des habitudes de communication qui étaient vraiment hyper impressionnantes. Et je pense que cette base-là, malgré tout, même si derrière, même si tu changes un petit peu ta manière de fonctionner, sont des habitudes collectives Ouais. qui sont irremplaçables. Et c'est vrai que le fait là d'avoir le même cœur de groupe, c'est là que c'est payant, je pense, pour Boston. Et effectivement, c'est pas faux ce que vous dites une fois qu'il y a un peu plus dans. Alors, je sais pas si c'est une question de meilleure ambiance, mais une fois que tout le monde a compris quel est le programme et que tout le monde est sur la même longueur d'onde, d'ailleurs, c'est des choses effectivement qui peuvent vite prendre une ampleur impressionnante. Eh ben, je vous propose cette fois-ci de passer à l'ouest. Donc Dallas avec alors Luka Doncic, on reviendra plus en détail sur lui, mais c'est vrai on le regarde, j'ai un peu l'impression qu'il a pris la Mamba mentality sur le terrain et la Shaquille O'Neal mentality en dehors, parce que en gros il aura passé une moitié de saison à faire sa reprise tranquillement, à perdre les kilos superflus et à être affûté comme il le faut pour un joueur de son standing. Au bout du compte, je vous propose quand même de commencer par ça, parce que c'est vrai qu'on fait la course au titre de MVP, on se demande qui le mérite le plus cette année. L'air de rien, Doncic, cette année, je vous donne ses stats sur la saison, c'est quand même 28 points, 9,2 rebonds, 8,7 passes, dans une équipe qui est actuellement 5e de la conférence Ouest. Donc, on sait que ça sera trop tard ou pas mérité, mais en tout cas, ce ne sera pas lui qui sera MVP. Par contre, c'est quand même des résultats et des stats qui méritent d'être dans la discussion maintenant. Ah, et je le trouve d'autant plus libéré presque depuis que Porzingis est parti. Dans le jeu, l'attitude, il est encore plus complice avec les autres. Enfin, là, il y a plus de doute sur le. Il a plus à se prendre la tête à savoir comment il faut faire fonctionner l'équipe avec Porzingis, comment l'impliquer. Là, l'équipe, elle est tournée vers lui et lui est là pour faire tourner tout le monde et c'est parfait. Il ne peut pas être MVP parce qu'en général, on récompense quand même une certaine continuité et qu'il a démarré un petit peu tard en étant, comme tu disais, hors de forme et aussi fatigué par la fin de saison dernière. L'enchaînement il a quand même beaucoup joué. Et même en fait, là où j'ai été le plus surpris en voyant Dallas jouer récemment, parce qu'on va en parler sans doute, mais au niveau défensif, c'est très très fort aussi depuis plusieurs mois. C'est-à-dire que même Doncic, qui est considéré quand même comme plutôt un handicap en défense qu'autre chose, en règle générale, je trouvais qu'il faisait vraiment le minimum de ce qui était attendu de lui et qu'il le faisait bien en fait.
C'était pas. D'habitude, il y avait plein de séquences où on le voyait paumé ou pas vouloir faire l'effort en se disant de toute façon, j'ai tellement de choses à faire dans l'autre sens que je vais pas non plus, je vais pas me faire chier à me tuer de ce côté-là. Là, Ou même même de juste ce pas côté-là, j'ai défendre parce trouvé. qu'il était encore en train de parler avec les arbitres d'un coup de Ah oui, sifflet alors ça, qu'il n'avait pas eu, quoi. ça change pas malheureusement. C'est l'espèce de point noir qui peut aussi le desservir en playoff. On le verra, mais voilà, c'est très théâtral, il parle beaucoup, il a cette espèce de sentiment d'injustice permanent. Ça, c'est un autre aspect de son jeu. On verra si ça lui portera préjudice cette année en playoff ou pas. Mais il est clairement au centre de ce qui va bien à Dallas en ce moment. Ouais, depuis qu'il s'était fait sa blessure à la cheville, là, et Ouais. qu'il était revenu avec un peu moins de poids, c'est une machine. On a retrouvé. Je pense aussi que du coup, c'est trop juste pour la course au MVP, mais quand même, franchement, s'il finit dans le top 5, il n'y a pas. Mm. Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de scandale en fait. S'il continue là sur la même lignée jusqu'au bout et que les Mavericks repassent dans le top 4, franchement, ce ne serait pas scandaleux du tout qu'il se rapproche de plus en plus. Bon, voilà, pas jusqu'au trophée parce que Jokic fait une saison absolument énorme et Yanis et Embiid sont aussi très 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 forts. Mais honnêtement, il est en ce moment là, il n'y a pas beaucoup de joueurs meilleurs que lui en NBA. Il faut regarder Je- pour je- le titre de meilleur score aussi, parce que j'ai pas les chiffres en tête, mais là, sur janvier et mars, sur les deux, il est quasiment à 34 points de moyenne. Bah là, je vais vous Donc, donner ses stats depuis le All-Star Game. Depuis le All-Star Game, il est à 31,5 points, à 47,1% de réussite à 3 points, pardon, 47,1% de réussite. Ce qui continue à le pénaliser un petit peu, c'est son adresse à 3 points qui est pas suffisamment fiable. Et derrière, 9,7 passes et 9,7 rebonds pardon, et 6,3 passes. Donc effectivement, une montée en puissance aussi est vraiment impressionnante. Il est pas si loin du triple-double de moyenne en fait. Pas du tout. Ouais. C'est une machine. Enfin, on avait déjà fait cette comparaison, mais je trouve qu'il y a chez Doncic une forme de LeBron de ses premières années à Cleveland. Alors, pas tout à fait dans le style de jeu, hein, mais dans l'utilisation, même dans le schéma de l'équipe, quoi. C'est une superstar entourée de joueurs de devoir, mais qui ont chacun leur rôle. Je pourrais même mettre un Spencer Dinwiddie ou un Jalen Brunson en forme de Mo Williams. Bon, ce serait un peu tiré par les cheveux, mais voilà, dans l'idée, ça me rappelle quand même du LeBron de début de tu carrière, as quoi. raison, on a l'impression voilà, t'as un joueur exceptionnel qui peut emmener une équipe moyenne très, 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 très loin. Voilà, c'est ça. Tu veux pas les rayer. En fait, par exemple, si tu regardes, alors les Suns, c'est pas le meilleur exemple, mais je réfléchis. Déjà, bon, sur une série de jazz, je pense que je mettrais les Mavericks, mais je vais quand même prendre volontairement les Suns. Ça a l'air un peu provoquant. Tu vois, une série Phoenix-Dallas, bon, tout indique que Phoenix gagne, mais avant le coup d'envoi de la série, je ne serais pas non plus complètement serein pour les Suns, sincèrement, juste parce qu'il y a Luka Doncic, en fait. C'est parce qu'il y a aussi ton théorème que je trouve toujours bon de dire pour avancer, enfin pour aller loin et gagner des titres, il te faut un joueur top 5, quasiment top 5 Ouais. NBA. Est-ce que Phoenix là, c'est pas sûr. A priori, on met ni Chris Paul ni Booker dedans, alors que dans le site, ça peut en talent individuel, on le met peut-être top 5, tu vois. Ouais, alors, après, sur cette série particulière, Phoenix a vraiment beaucoup d'atouts, mais oui, c'est Oui. carrément, je suis d'accord que, en tout cas, vraiment, alors surtout, sur ces deux équipes où tu pourrais dire il y a quand même vraiment un écart, bah, franchement, avant le début de la série, je serais pas si enfin, ça m'étonnerait franchement que Phoenix éclate Dallas, par exemple. Je serais surpris. Après, on verra bien si ça arrive en playoff, mais ouais, n'importe quel. J'espère qu'ils ne vont pas jouer Denver au premier tour. Je préférerais que ce soit Dallas-Utah. Là. Mais là, c'est mes préférences personnelles. J'aimerais bien que Dallas passe au moins un tour et du coup, ça pourrait donner potentiellement un Dallas-Phoenix. Ça serait vraiment sympa, je pense, comme série. Après, effectivement, enfin, Phoenix a beaucoup d'atouts Oui, oui. dans sa poche cette année. Après, tout dépendra bien sûr de l'état de santé de Chris Paul. Par contre, ce qui est vraiment, enfin, on va pas en faire des tonnes sur Doncic, hein, maintenant tout le monde sait quel type de joueur c'est, mais c'est qu'il a prouvé en playoff déjà qu'il n'avait aucun problème pour hausser encore son niveau de jeu et qu'effectivement, s'il y a un match qui est serré et qu'il est sur le terrain,
il peut faire gagner son équipe à tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que je pense que c'est vraiment l'archétype du franchise player, dans le sens où j'ai le sentiment sur son début de carrière, il faudra qu'il le confirme après, mais qu'il a les deux côtés du franchise player. C'est-à-dire qu'il peut prendre une équipe qui est bancale et en faire une équipe de playoff, et il a aussi le potentiel pour prendre une bonne équipe et l'emmener plus loin s'il est suffisamment, pour peu qu'il soit suffisamment entouré. Et tous les joueurs autour parce qu'il faut parler du collectif aussi, mine de rien, qui est bon autour de lui. Moi, je trouve vraiment que l'apport de Dinwiddie, ça leur fait un manière de ballon en plus, et ça enlève Porzingis de l'équation, parce que Porzingis, c'était pas mauvais quand il jouait cette année. Honnêtement, c'était pas du tout. Non, c'était même pas sa pire saison c'était pas sa pire saison, mais il y a toujours la question de la fiabilité physique. Mais par contre, ça obligeait Doncic à essayer de l'impliquer, à pas jouer complètement comme lui il en avait envie. Il savait qu'en interne, il y a toujours des discussions sur leur entente, comment ils vont faire pour s'entendre et machin. Là, il n'y a plus du tout de doute. Tous les mecs autour de lui, ils sont entre guillemets dévoués. Un Dorian Finney-Smith, par exemple, je le trouve génial cette année, encore plus précieux que les années précédentes. C'est le mec, ils peuvent l'envoyer sur n'importe quel des meilleurs joueurs adverses. Il va y aller tout en étant de plus en plus costaud en termes d'adresse. Et autour, on a l'impression que c'est des joueurs modestes, les Brunson, Bullock, on a l'impression que c'est modeste, mais ils vont tous dans le même sens, ils savent qui est le patron, et il n'y a personne qui va sortir de la partition, quoi. Et je vais juste dire un mot sur Dinwiddie, parce que j'ai l'impression que le gars, c'est comme s'il avait gagné au loto, alors qu'il ne sait même pas qu'il avait pris un ticket, quoi. Entre Washington et Dallas, c'est impressionnant. En même temps de jeu, il est passé de 12,6 points à 37% à 17,7 points à plus de 50%. Je veux dire, c'est toute la différence de quand tu joues dans une équipe qui est quand même pas bien équipée, bancale, sans projet de jeu, et que tu te retrouves à jouer avec Luka Doncic, à prendre des tirs ouverts. Ça fait quand même une sacrée différence dans ta carrière, quoi. Ouais, et puis il peut vraiment être le deuxième playmaker. Dinwiddie, il est fait pour ça. Il est fait pour jouer avec un autre playmaker plus fort que lui. Ce qui fait que quand lui récupère la deuxième passe ou la première passe après que Doncic ait déjà déstabilisé la défense, là, Dinwiddie, c'est beaucoup plus simple pour lui. C'est parfait. Et c'est le type de joueur qui est parfait autour de Luka Doncic. Et ça leur permet d'avoir, avec Jalen Brunson en plus, d'avoir 3 playmakers dans le roster, Ouais. de manière à avoir toujours quelqu'un qui peut créer du jeu pour les autres, de la première à la dernière minute. Et ça, je pense que c'est vraiment l'ajustement qui fait la différence pour Dallas. C'est ce qui leur manquait sur le début de saison. Je suis on avait milité pour Eric Gordon, mais c'est dans le même style. C'est ça, c'est qu'il manquait un gars. Et c'était le pari d'associer Doncic avec Porzingis, il a du sens, il avait du sens, et ça se comprend. Carrément. Mais avec le recul, si tu réfléchis bien, et notamment si on continue sur cette comparaison avec le LeBron James des Cavaliers, tu as une jeune star qui de toute façon va avoir tellement la balle qu'un intérieur comme Porzingis fait moins de sens finalement qu'un joueur comme Dinwiddie ou Bronson à côté de lui. Tu vois, c'est peut-être plus intéressant d'avoir vraiment des bons défenseurs et des extérieurs capables de shooter et driver. Et là, au moins, l'effectif des Mavs, c'est clair qu'il n'est pas, c'est pas le plus impressionnant de la ligue. Par contre, il manque une star, hein, bien sûr, mais il est bien construit pour Doncic. Par contre, là sur ça, clair. on sait que chacun va avoir son rôle, chacun connaît son rôle. Ça va être une équipe difficile à manœuvrer. Après, pour Porzingis, pour revenir brièvement sur lui, moi j'avais le sentiment que le problème principal, en fait, notamment de ses problèmes de santé, c'était pas tant en attaque, mais c'était en défense. Ouais, Parce que défensivement, quand il était au niveau qu'il a eu, en vrai protecteur de cercle, capable quand même d'être très mobile et de venir aider d'un côté à l'autre du terrain, il faisait une différence énorme. Et quelque part, alors, je ne vais pas dire que ses points, c'était du bonus, je ne vais pas dire ça, mais s'il était entre 15 et 17 points et que derrière, il assurait ce taf défensif, ça renforçait énormément Dallas. L'an dernier, il ne pouvait quasiment pas bouger, donc c'était un boulet pas tant, de mon point de vue, c'est pas tant en attaque en fait qui pénalisait Dallas, mais c'est parce qu'il ne pouvait pas du tout avoir le rendement défensif qui était le sien. Cette année, c'était un petit peu mieux. Il était bien plus mobile et on le sentait mieux. Mais effectivement, je pense que les Mavericks se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas retrouver, du moins pas suffisamment vite, cet impact défensif qui pour moi, je pense, le rendait complémentaire de Doncic dans la globalité des choses. Mais je trouve, je ne sais pas s'il est déjà au stade mental de sa carrière où il se dit je vais accepter d'être Pau Gasol et de vraiment faire le boulot de l'ombre sans avoir un rôle très défini, très important en attaque en fait. Au-delà de son corps qui le trahit. Hein.
C'est une super bonne comparaison parce que c'est vraiment, et je trouve ça super juste. J'ai pas du tout pensé à Pau Gasol, tu vois. Alors, c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais c'est vraiment très intéressant parce qu'au bout du compte, si tu reprends, je pense que n'importe qui, si on reprend les stats de Pau Gasol aux Lakers, il y a de quoi être surpris, hein, parce que c'est des grosses stats. Mais par contre, dans la perception, c'était plus, lui, il est passé d'avoir été le franchise player à Memphis à devenir un des role players de Los Ouais, le Angeles. role Et, player de luxe. Ouais. et pour le grand public, je veux dire, les gens vont peut-être plus facilement te parler de Lamar Odom que de Pau Gasol aux Lakers à cette époque-là. Et donc, effectivement, il y a une question de maturité dans la perception. Est-ce que tu es prêt à accepter que la perception des gens, ça soit que tu es peut-être le troisième joueur si derrière on fait venir une grosse star, alors que sans Pau Gasol, jamais les Lakers n'auraient gagné les 2 titres qu'ils ont gagnés de suite avec cette équipe-là. Sachant que Gasol avait déjà fait 10 fois plus que ce qu'a fait Porzingis à ce stade de sa carrière. Et que Pau Gasol est d'un bien meilleur joueur. Genre, la comparaison, elle est plus sur le Oui, principe, parce que les deux joueurs, tu peux pas comparer ces deux joueurs, Non, mais on c'est est pour dire que d'accord. justement, Porzingis aurait pu être plus enclin à le faire en se disant, en ayant une approche plus modeste, mais il y a toujours eu cette espèce de friture sur la ligne entre eux où lui il revendiquait clairement quelque chose. Ils ont quand même eu des réunions pour l'impliquer plus dans le jeu avec les coachs et machin. Enfin, c'était devenu un bourbier. Je pense vraiment que c'est pour ça qu'ils ont fait ce trade qui, sur le coup, nous a quand même paru un peu abrupt, on va dire. Parce que voilà, on Ouais, il récupérait sortait de nulle part, Trilogy. quoi. C'est le trade que personne n'avait vu venir. On s'était dit, bon, là, à partir du moment où ils l'ont gardé, ils vont essayer encore un coup, une campagne de playoff et on va voir. Mais là, c'était vraiment qu'ils se sont dit, bon, ça y est, il acceptera pas ou alors il sera pas physiquement en état de faire ce qu'on aimerait qu'il fasse et du coup, on passe à autre chose. Et au final, pour l'instant, ça paye, c'est bien. Ouais, et puis comme tout à l'heure, quand même, on a parlé d'Ime Udoka. Je pense qu'il faut quand même aussi parler du travail de Jason Kidd. J'avoue que moi, je faisais partie des sceptiques, des gens plutôt sceptiques. J'avais l'impression que c'était un peu plus ce type de coach qui est habitué, c'est une ancienne star, donc il a le respect des joueurs, et donc c'est ce qu'on appelle un player's coach, et donc les joueurs l'aiment bien, et puis en même temps, il y a tellement de choses bizarres qui s'étaient passées quand il avait coaché à Milwaukee, qu'on se disait, enfin j'étais un peu sceptique quand même sur sa capacité à faire du meilleur boulot, du moins meilleur boulot, enfin, j'allais dire faire du meilleur boulot que Rick Carlisle, c'est pas tant ça, mais avoir de meilleurs résultats. Les résultats, on verra en playoff. En tout cas, il faut reconnaître que sa méthode fonctionne, que visiblement et manifestement dans l'entente avec sa superstar, bah, ça se passe très bien, ce qui n'était pas du tout le cas, on le sait, entre Carlisle et Doncic. Donc voilà, faut quand même reconnaître que Jason Kidd fait du bon boulot du côté de Dallas. C'était peut-être la bonne approche de prendre justement, parce que tout le monde avait des doutes sur Jason Kidd. Il y avait quelques trucs positifs à Milwaukee, mais c'était vite parti en vrille. Le côté players coach, c'est exactement ça, parce qu'il faut se rappeler qu'Yanis était désespéré d'avoir perdu Kidd au début. Il avait téléphoné directement au front office en essayant de lui sauver sa place et machin. Enfin, et là, on les a revus encore au All-Star Game ensemble, ils se sont croisés. Ils s'adorent et Kidd, il a effectivement ce respect-là de la part des joueurs. Et c'était peut-être un bon calcul d'avoir quelqu'un qui arrive à se mettre Doncic dans la poche et à le faire jouer et à faire jouer l'équipe autour de lui. Mais après, je m'attendais pas non plus, je m'attendais pas à ce que son équipe développe un profil aussi défensif, par contre. Soit aussi efficace défensivement. Kidd était un bon défenseur, c'était un joueur fabuleux. Moi, c'était un de mes joueurs préférés, mais je me suis jamais dit ça va être un coach qui va mettre sur pied un gros groupe défensif. Pourtant, enfin, c'était déjà ça à Brooklyn et Milwaukee, hein. Notamment à Brooklyn, c'était vraiment sur ça qu'ils faisaient gagner les Nets. En fait, il y a un truc, je ne pense pas que les Mavericks le voient comme ça, mais Jason Kidd, c'est le coach parfait si tu veux gagner dans 5 ans une fois qu'il sera parti, ou dans 4 ans une fois qu'il sera parti. En fait, je le vois, alors c'est purement personnel, mais je le vois vraiment comme ce coach intermédiaire qui crée une espèce de culture dans ton groupe, et après, tu mets un coach plus talentueux, plus pointilleux, notamment tactiquement, et tu passes le cap. Mais tu vois, je pense que Jason Kidd a eu quand même quelque part, d'une manière ou d'une autre, son impact sur le titre des Bucks, de par son passage où je pense que ce n'est pas le coach qui va te mener au bout. Du coup, en fait, moi, je ne suis pas si surpris qu'il réussisse à faire jouer les Mavs et que ça se passe pas mal et que ça se passe, par exemple, mieux qu'avec Carlisle, même si je pense, comme toi, qu'il faut mettre des guillemets sur meilleur boulot. Mais par contre, après, je pense pas que les Mavs le voient comme ça. Je pense qu'ils le voient comme le coach qui peut les mener au bout. Là, j'ai déjà un peu plus de. Ouais. Voilà, si on reprend la série Phoenix-Dallas, je pense que j'ai pas de doute sur qui va out-coach l'autre, quoi. Tu vois. Il faut voir sur la durée pour Kidd aussi, parce que Ouais. à Brooklyn, ça avait duré qu'une saison, mais à Milwaukee,
Il y avait eu un long article, je crois que c'était de Howard Beck à l'époque. Au niveau humain, c'était compliqué quand même, hein. C'est ça. Avec des trucs Ils fatiguent ces mecs. vraiment, mais vraiment chaud, pas juste de l'amour vache, quoi. Vraiment des trucs hard en termes de traitement donc faut voir sur la durée aussi. Là, ça se passe C'est bien. ça. Faut voir en playoff, ça va être important de voir comment ils vont. S'ils passent un tour déjà, voilà, il va sentir. Il aura plus de légitimité, ça peut créer une dynamique. Mais lui, c'est typiquement le genre de coach aussi qui, sur la durée, peut vite user. Parce qu'il a le truc dont parlait Théo des anciens très grands joueurs. Ils ont une exigence envers les autres. Ils ont du mal à tolérer que leurs joueurs ne sachent pas faire ce qu'eux étaient capables de faire, en fait. Et il a ce côté pas facile à gérer. Ouais, et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que c'est un mec qui est passé directement du terrain au banc, sachant que la plupart des coachs à ce niveau, ils ont bossé pendant des années et des années en tant qu'entraîneur, que ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Donc c'est vrai que d'être passé directement head coach au Nets, en gros, Personne, ouais. il a doublé la file, il est passé devant tout le monde et il a pris le job, mais c'est aussi, enfin, je pense et j'ose espérer, mais je pense que ça doit être le cas, que ces différentes expériences en tant que coach puis en tant qu'assistant ont dû lui permettre aussi de s'aguerrir, d'apprendre, d'enrichir comment dire, son cerveau d'entraîneur, même si sur la fin de sa carrière, il était déjà un petit peu entre les deux choses. Mais c'est vrai que c'est aussi un job qui s'apprend. Et ce que tu notes est très juste, Shai, sur les anciens joueurs et leur niveau d'exigence avec des joueurs. Notamment, il y a une chose sur laquelle, pour le coup, il n'a pas l'air de tomber dans ce travers, c'est que j'ai l'impression que les très, très grands joueurs comme ça, il y a un certain nombre de choses, ils ont du mal à comprendre que ça puisse être une difficulté pour d'autres joueurs, et aussi à faire un trait rapidement sur des joueurs en disant bah, non, bah, lui, c'est pas la peine, il n'y arrive pas, il n'y arrivera jamais. Et donc, pas forcément à chercher à développer des joueurs comme il le pourrait. Et c'est vrai que ce qu'il a pu montrer avec Yanis, après, quand tu as un talent comme Yanis, tu te dis bien que tu ne vas pas dire bah non, lui, ça sera un nouveau Tyrone Hill au maximum, ça ne sert à rien de bosser avec lui. Mais c'est intéressant pour Dallas parce que s'il a cette fibre-là, Dallas, pour étoffer son groupe, aura besoin de trouver des joueurs, les trouver à la marge, soit en allant les récupérer chez le rebut un peu d'autres équipes, soit chez des joueurs qui auront été draftés pas très haut, etc. Donc, ils auront besoin de cette culture et de pouvoir développer des joueurs et trouver des talents, comme ils ont fait avec Finney-Smith, hein, on peut dire aussi, c'est bonne pioche. Et donc voilà, ça sera à suivre du côté de Kiel, effectivement. Ouais. Yes. Est-ce qu'il y a autre chose alors, on peut peut-être grouper un peu sur les deux équipes, là, Boston, Dallas, sans forcément se projeter sur des pronostics en termes de playoffs. Est-ce que ce coup de mieux, les performances actuelles, vous les voyez pouvoir les maintenir? Bah, là, pour la saison régulière, ouais, ils font partie des équipes dans la dynamique. Parce que pour Boston, à l'Est, c'est tellement serré qu'ils peuvent parfaitement finir premier ou deuxième. C'est pas impossible. Il reste une vingtaine de matchs. Ce serait pas déconnant. Pour Dallas aussi, ça peut aller chercher la 4e place, je pense. Après, il faut voir pour les playoffs, quoi. C'est ça le truc. C'est tellement un sport différent en playoffs que. Mais alors moi, je sais pas, je suis devenu subitement hyper optimiste pour Boston, même en playoffs, là, en regardant leur bonne période récente. Parce que quand je les vois, je sais à quoi m'attendre, mais en même temps, je me dis qu'à la place de l'adversaire, je ne sais pas exactement quoi faire pour les faire dérailler, quoi. Je les vois bien. C'est pour ça que j'ai écrit un article dessus il y a quelques jours. Je suis parti du principe que ça pouvait être un gagnant de l'Est complètement crédible à l'heure qu'il est, parce que l'Est est très, très ouvert et que je ne serais pas surpris s'ils allaient en finale de conférence, voire en finale NBA, en fait. Ceux qui auraient préféré que la saison s'arrête au All-Star Game, c'est Miami quand même. Miami et Chicago, parce qu'à l'époque, ils disaient bon, bah, ça va se jouer entre nous et Milwaukee. Et d'ailleurs, tu te retrouves avec un nouveau Philadelphie, un Nets qui va sortir du néant et Boston qui revient alors qu'on pensait qu'ils étaient à la rue. C'est vraiment cette fin de saison régulière et ces playoffs à l'Est s'annoncent vraiment extraordinaire. Ça va être énorme à l'Est. Je crois que là, les six premières équipes, elles sont vraiment bien armées. En tout cas, les 5 premières, c'est sûr. Moi, je pense que les 2 équipes vont rester sur leur dynamique. Je pense que là, ils ont vraiment trouvé une forme d'équilibre. Alors, peut-être pas, Boston va peut-être pas finir la saison avec que les 3 défaites. Enfin, ils vont peut-être pas enchaîner là encore 15 victoires, mais je pense que les 2 vont finir fort.
et les deux vont arriver en play-off en confiance. Après, voilà, un peu comme Shai, j'ai un peu plus d'optimisme peut-être sur Boston, mais l'Est, c'est dur. L'Est, c'est super dur. Il y a comme tu viens de le dire, il y a tellement, tellement d'équipes talentueuses. Et c'est ça un peu le paradoxe, c'est que si tu veux, j'ai plus d'optimisme sur Boston, mais en réalité, la conférence Ouest est presque plus ouverte, même si Phoenix est sans doute un cran au-dessus de la mêlée. Bon, voilà, il y a toujours cette incertitude autour de Chris Paul. Les playoffs, c'est toujours un peu différent. Donc, en fait, Dallas est à la fois loin et pas si loin de pouvoir vraiment jouer les finales, tu vois. Ouais. Ça serait pas mal parce qu'il y en a parmi nous qui avaient pronostiqué Dallas en finale Et NBA en oui, début de saison et qui avaient l'air un peu bête en milieu d'année. Donc, exactement, ils se deux reconnaîtront. personnes. Un Voilà, bah, pari bref, osé. qu'est-ce que tu disais? Non, je disais un pari osé, mais qui, Ouais. bon, écoute, pourquoi pas? Qui a l'air moins d'être une blague d'alcoolo à ce stade de la carrière de la saison quand on était fin novembre, début décembre. Voilà, voilà c'était tout pour nous aujourd'hui. On vous encourage encore une fois à aller jeter un œil sur Basket Session, à regarder un petit peu ce qui s'annonce avec le nouveau MOOC Reverse numéro 9 spécial année 2003. Vous pouvez encore profiter des préventes et des précommandes et donc des frais de port gratuits. Allez jeter un coup d'œil à tout ça. Et puis nous, on vous donne cette fois-ci rendez-vous la semaine prochaine sans faute. On sera là au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao! Ciao. Ciao.